Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser un petit temps de réflexion. Vous avez le choix toujours entre le cadre vert, le cadre blanc et le cadre orange. Je vous laisse prendre un petit temps. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour vous décider. A tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1. Alors vous êtes tombé sur la thématique du symptôme. Le symptôme qui prend la tête, comme on peut le voir, il est bien positionné sur la tête du personnage là, et ça n'a pas l'air d'être évident de s'en débarrasser. Bon, un symptôme, c'est une manifestation qui est visible ou invisible. Il n'est pas souvent spécifique, parce que une même manifestation, qu'elle soit physique ou psychologique, comportementale ou émotionnelle, elle peut avoir diverses origines en fait. Régulièrement, on confond nos symptômes avec nos problèmes. Donc on a du mal quelque part et on se dit cette douleur c'est mon problème. Le symptôme c'est alors en premier abord ce qui nous pose problème, alors qu'il n'est que la solution trouvée par notre esprit pour régler le vrai problème. En réalité, très souvent, cette douleur ou cette gêne, elle représente la face émergée d'un problème qui est beaucoup plus large, d'un dysfonctionnement physique plus global, d'une pathologie psychologique plus générale, et ça nécessite d'aller chercher derrière ce symptôme et de ne pas s'arrêter que sur lui. Donc dans cette optique, notre symptôme, il peut avoir beaucoup de choses à nous dire et il devient alors intéressant de l'interroger pour aller encore plus loin. Ça, c'est hyper intéressant comme thématique parce que moi qui fais de la psychologie énergétique, on part du principe que le corps nous parle, on part du principe que le corps et la tête sont reliés et qu'en fait, en effet, c'est très intéressant de découvrir au travers du symptôme ce que notre corps a à nous dire. Et il y a toujours un message qui est assez fort en fait. Je reviens sur les chakras. Cette mois-ci, on travaille le chakra du plexus solaire. Si jamais vous voulez travailler le corps pour lutter contre votre symptôme, n'hésitez surtout pas à vous référer à ce travail-là, c'est vraiment intéressant. Donc groupe 1, passons à vos questions. Quelle forme prend votre symptôme? Que ressentez-vous? Est-ce que c'est une manifestation récurrente? De façon instinctive, quelle est ma façon de me comporter lorsqu'il arrive? Qu'est-ce que je me dis sur moi-même, sur les autres, sur la vie en général? Osez-vous demander de l'aide? Si oui, auprès de qui? Sinon, pourquoi est-ce que je supporte seule cette manifestation douloureuse? Est-ce que d'autres membres de ma famille ont ce symptôme également? Et si oui, comment y réagissent-ils? Est-ce que je vois les choses de la même façon qu'eux? Voilà, groupe 1, très intéressant. Je pense que je vais répondre à toutes ces questions, ça me parle pas mal aussi. Je vous souhaite une bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la thématique de la norme. Alors ça c'est tout un programme. La thématique là c'est super parce que donc on a la norme, la famille, le surmoi, ce gros doigt qui nous écrase parce que on est porté par cette normalité. Est-ce qu'on rentre des fois on désire vraiment rentrer dans des cases. La norme c'est un cadre de référence qui est construit au fur et à mesure de notre histoire grâce aux contextes familiaux en fait. Aux contextes familiaux, culturels, sociaux dans lesquels on a évolué. Ils nous ont donné des repères que nous prenons plus ou moins pour des vérités et qui dirigent nos actions et nos choix dans la vie. Alors ces normes que nous avons en nous, elles nous servent à décider pour nous-mêmes, mais aussi à juger et évaluer les autres et le monde. On a tous et toutes des normes en nous, des lois intérieures auxquelles on se réfère et qui nous permettent de nous évaluer, de nous comporter selon des valeurs qui sont les nôtres et même des idéaux que nous nous donnons. Ces lois, elles font notre légitimité. Mais alors parfois, ces normes, ces lois internes, elles nous écrasent, elles nous étouffent, elles nous empêchent de vivre. Et elles ne sont pas forcément adaptées à ce qui est bon pour nous. À cause de leur lourdeur, de leur nombre, on ne s'autorise pas à être qui nous sommes ou à faire ce qu'on aimerait faire. On pense parfois que ces normes, elles nous limitent. Elles sont extérieures. Ces normes qui nous limitent, elles sont extérieures. Mais beaucoup de normes extérieures ne nous limitent finalement pas tant que ça. Une partie d'elles, elles sont essentiellement préinscrites en nous et on se limite tout seul avec.
Les normes sociales et familiales, elles existent bien entendu, mais elles ne nous touchent pas de la même façon selon que nous y croyons ou non, selon que nous nous y soumettons ou non, et selon que nous nous sentons dévalorisés par elles ou non. Donc, c'est assez intéressant. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse un peu aux lois qui s'imposent à nous, à vous, groupe 2. Je pense encore au travail sur le chakra qui est la dernière vidéo de la semaine dernière, de vendredi dernier. N'hésitez pas à vous y référer si vous voulez travailler justement l'affirmation de votre moi. C'est le 3e chakra, hein, c'est le plexus solaire. Donc il y a des outils que j'ai donnés la semaine dernière. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous voulez faire ce travail sur vous. Donc, groupe 2, les questions. Pouvez-vous nommer les lois qui s'imposent à vous, vos lois intérieures? Est-ce que vous pouvez identifier comment elles se sont inscrites en vous et par qui? Quelle place prennent-elles en vous? Quelles sont les valeurs qui vous sont chères? Qu'est-ce qui vous rend illégitime à vos propres yeux? Et selon vous, quelles normes vous empêchent d'être vous-même? Quelles pistes pouvez-vous imaginer pour vous libérer? Voilà, groupe 2. Écoutez, je vous souhaite une très bonne réflexion. C'est vraiment intéressant. Et j'espère que ça vous apportera des réponses par rapport à peut-être un dilemme que vous avez en ce moment. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 3. Alors vous avez la thématique de s'alimenter. Alors l'alimentation, c'est devenu un sujet de société, hein. Quel poids est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de manger ou de pas manger? Des animaux, des végétaux, du lait, du miel. On a toutes ces questions qui sont devenues des sujets publics et qui créent du jugement social. Alors tout à chacun, on se sent autorisé à porter un avis sur ce que l'autre mange en fait. Combien de fois il mange par jour, quel choix alimentaire il fait. Et en fait, ces jugements, ils s'ajoutent à celui éventuel de notre famille. Donc, par conséquent, on en vient parfois, sans s'en rendre compte, hein, à contrôler ce qu'on mange, en vérifiant les quantités, en limitant les lipides, les protéines, et souvent les glucides, par exemple. Et ces comportements, ils peuvent devenir obsédants et rendre les repas assez anxiogènes. Donc plutôt que de maîtriser l'extérieur, si on apprenait à décoder les signes de notre corps. Parce que ce corps dans lequel on habite, il sait de quoi il a besoin en termes de nourriture. Néanmoins, apprendre à décoder ces signaux, ça demande un apprentissage ou plutôt un désapprentissage. Parce que bébé, on savait le faire. Mais des années d'éducation, parfois coupées du corps, ça a pu nous faire oublier le langage auquel il est possible d'apprendre à se reconnecter. Et donc c'est l'idée que développe l'alimentation intuitive. Quand le corps ne reconnaît plus ses sensations de faim, il nous arrive de manger pour d'autres raisons que le besoin de se nourrir. Comme le besoin de fuir l'ennui par exemple, ou d'apaiser une tension, un malaise, de se récompenser ou d'obtenir un plaisir immédiat. On peut aussi considérer l'alimentation dans une autre dimension, une autre manière de se nourrir et qui passe pas forcément par la bouche. On parle alors de nourriture affective, nourrir son esprit, nourrir le lien à l'autre. Voilà, donc groupe 3, c'est hyper intéressant encore. Voilà, je reviens encore sur les chakras parce que sincèrement, on est encore là-dessus, hein. Là, pour le coup, c'est plus le premier, la racine. Donc, si vous avez besoin de faire un travail là-dessus, je vous conseille vraiment de commencer un travail sur votre alimentation et de peut-être utiliser le travail que j'ai fait alors c'était en novembre, je crois, du coup. Décembre, ouais. Oui, c'est ça, novembre, sur le chakra racine. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière des vidéos pour peut-être vous y référer. Donc, groupe 3, vos questions. Est-ce que c'est complexe pour vous de savoir quoi manger? Ou bien est-ce que vous y pensez presque pas? Pouvez-vous éprouver de la culpabilité à manger certains aliments? Est-ce que vous savez reconnaître ce que votre corps a besoin de manger? Lorsque vous mangez, est-ce que vous êtes sûr que vous avez faim? Ou bien l'alimentation peut-elle servir de compensation à des émotions? Si vous n'avez plus faim, est-ce que vous arrivez à ne pas forcément finir votre assiette sans culpabilité? Qu'en est-il de votre capacité à faire à manger?
Le faites-vous plutôt pour les autres que pour vous ou l'inverse? Voilà, groupe 3. Bon, bah, c'est une belle thématique. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.